Bonsoir à tous les deux. On va parler de 3 lettres qui font beaucoup causer. PLU. Edgar, c'est quoi un PLU? Alors, un PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est un document qui définit l'aménagement et le cadre réglementaire du territoire communal. Celui de Pornic correspond à 2 objectifs prioritaires. Préserver le cadre de vie exceptionnel des Porniquais tout en préparant l'avenir de notre cité, et protéger, restaurer et transmettre aux générations futures les richesses de nos patrimoines, qu'ils soient environnementaux ou bâtis. Alors, le PLU porniquais, sa révision a commencé en 2016. Il se veut contraignant. Pourquoi? Alors, la plupart des administrés pensent que les contraintes sont à l'initiative de la ville, alors que ce document décline au niveau local l'ensemble des lois nationales, qui sont nombreuses et parfois même contradictoires. On peut citer la loi littorale de 86, la loi SRU de 2000, 2014, la loi Allure, etc., 2018, et là, il y en a plein. Voilà. Et ça s'accélère, puisque maintenant, on en a une pratiquement tous les ans. Ouais. Alors, on parle de zéro artificialisation nette. Alors, le zéro artificialisation nette, c'est issu de la loi climat et résilience qui fixe dans un premier temps la réduction des surfaces constructibles à 50% pour à terme ne plus avoir aucun terrain constructible supplémentaire. Cela nous conduit aujourd'hui à restituer au monde agricole 400 hectares de terre qui était notre réserve pour les futurs habitats et équipements publics, et 150 hectares de terre directement constructibles qui reviennent également au monde agricole. C'est la conjonction, c'est l'effet conjugué des lois littorales et élan. Alors, ça veut dire qu'il y a moins de foncier. Alors, si j'ai bien tout compris, la ville a des frontières qui sont définies, voilà, des frontières au-delà desquelles on ne pourra plus construire. Alors, si la population augmente, le seul moyen de pouvoir loger ces gens-là, c'est ou de casser, de reconstruire, en tous les cas, de construire à la verticale. Oui, alors la ville, elle a des frontières en termes de constructibilité. Ce sont les zones urbaines. Celles-ci, effectivement, ne pourront plus s'étendre. Nous sommes aujourd'hui 17 000 habitants et les prospectives nationales fixent une tension migratoire forte sur notre territoire jusqu'aux années 2070. Alors, construire en vertical, effectivement, c'est une réponse, mais qui est difficilement applicable pour notre commune. Notre ville, elle est riche en patrimoine urbain, ce qui nécessite une protection toute particulière aux paysages et aux épandelages, et elle n'a pas été conçue pour ce type d'urbanisation. Nous en connaissons les conséquences: voies de circulation, parking sous-dimensionné, imperméabilisation maximale des sols, inondations à répétition, îlots de chaleur renforcés. Et on peut y ajouter une promiscuité dans l'habitat que nous ne connaissons pas encore véritablement. Le PLU, c'est le maire qui le fait tout seul? Non, mais je vous pose des questions, moi. Non, le maire pilote un comité composé d'élus de la majorité et de l'opposition. Et je voudrais justement remercier ici de nombreuses personnes et institutions qui nous ont prêté main forte à la réalisation de ce document. En tout premier lieu, la population pornicaise qui s'est largement mobilisée au cours de la procédure, les associations de tout ordre qui ont fait un travail remarquable, et les élus de tous bords qui se sont réunis pas moins de 70 fois, ce qui représente plus de 200 heures de travail individuel auxquels on peut ajouter des réunions, des parcours de terrain, des préparations de réunions, etc. Les services municipaux qui se sont tous rassemblés sur toute la durée de la révision de ce PLU. Un PLU, ça concerne tous les aspects de la vie de la commune, avec bien sûr un focus sur le service aménagement, patrimoine et urbanisme, qui ont fait un travail extrêmement précis sur cette révision-là et qui a été salué par les plus hautes instances nationales. Les bureaux d'études
et conseils, instances communautaires qui se sont montrés aussi extrêmement présents tout au long de la procédure, et aussi les services de l'État, et notamment ceux de l'UDAP, qui nous ont apporté leurs précieuses contributions. Et je voudrais enfin remercier Monsieur le maire qui porte devant la population ce PLU ambitieux, garant des véritables enjeux de notre ville. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Alors, on a parlé du PLU, on va parler maintenant du patrimoine et des grands projets de restauration. On va commencer par la Louisiane. Alors la Louisiane, c'est un magnifique bâtiment qui est sur la place de la Terrasse, de style néoclassique d'inspiration clissonnaise. C'est le premier casino de Pornic. Les travaux de restauration à l'origine vont commencer dès 2023. On peut y ajouter aussi le phare de la Noé-Veillard et ses abords qui vont retrouver leur lustre d'entrant très prochainement. L'ancienne caserne des pompiers, rue de la Marine, qui est un rare témoin sur notre territoire du style paquebot, ultime variante de la période Art déco. Et donc, nos collègues en ont déjà parlé, il est en cours de finalisation. Et on peut terminer avec l'église de Sainte-Marie, superbe bâtiment du 19e siècle, dont la première tranche de restauration va s'achever par le remplacement des vitraux endommagés. Eh ben, vous savez quoi ? Au mois de juin dernier, on était là-bas. C'était un samedi après-midi et la population était invitée. Regardez ce qui suit. C'était pour nous un challenge important, un investissement, un choix politique, un choix financier, car on estime qu'une église a sa place au milieu du village et les Samaritains sont très attachés à leur église. Nous avons eu la possibilité de faire des réunions publiques, d'échanger avec les commerçants, donc ça a vraiment été un projet participatif. Un projet de centre-bourg. Les premiers échafaudages se sont installés en début d'année et c'est un vrai challenge parce que nous souhaitons absolument que cette église soit livrée pour Noël, donc pour pouvoir célébrer la messe de Noël. On procède d'abord à une étude qui nous permet d'évaluer le montant des travaux et la nécessité des travaux. Et puis, il y a des spécialistes qui viennent analyser la vétusté du bâtiment, ce qu'on doit y faire. Et du coup, après, on lance des appels d'offres. Plusieurs corps de métier, forcément, travaillent sur cette rénovation. Mais en particulier, il y a donc un travail de charpente, de toiture, rénovation des pierres, taille de pierre aussi. Il y a également les vitraux qui doivent être changés. Il y en a certains qui sont rénovés, d'autres changés carrément. Et c'est vrai que c'était important qu'on stoppe un petit peu, j'ai envie de dire, l'hémorragie dans le sens où cette belle bâtisse patrimoniale avait des infiltrations d'eau. Donc on prend soin d'elle et on lui fait une vraie cure de jeunesse. Et on est plutôt dans la logique de conserver et de restaurer ça qui existe. Il y a avec moi, il travaille sur cette opération, un bureau d'études de structure, un bureau d'études fluides qui s'occupe de l'aspect électricité et après un économiste de la construction. Donc c'est une grosse équipe. Moi je dirige l'entreprise qui a été retenue pour les travaux de maçonnerie et de taille de pierre. C'est quand même un chantier d'une grande importance parce qu'on traite l'ensemble de l'extérieur de l'église en une seule tranche sur moins d'une année. On refait ici toute la toiture. Tout ce qui est toiture, zinguerie, plomb, tout ce qui est étanchéité de l'église. L'entreprise est très fière d'être sur l'église de Sainte-Marie. On va travailler sur une église, c'est formidable, c'est un monument historique, donc c'est vraiment intéressant de travailler derrière d'autres personnes qui ont fait cette toiture-là, si vous voulez. On avait juste envie de faire un zoom sur les métiers et les gens qui travaillent, effectivement. Elle n'est pas encore tout à fait finie, hein. Il y a encore les vitraux, je crois. Oui, voilà, les vitraux, il en reste encore quelques-uns qui sont en cours de restauration et qui seront mis en place au plus tôt. D'accord. Les naïgues. Juste, Julien, oui. Et les portes, parce que les Samaritains y tiennent, ils sont en peinture, ils seront repeintes aussi, parce que tout le monde pose la question quand est-ce que les portes vont être peintes. C'est bien prévu, on repeint aussi les portes. D'accord. Merci de la précision. Alors, les naïgues, on a vu que Pornic avait restauré son patrimoine et s'en occupe en tous les cas, patrimoine monumental, mais elle n'oublie pas le patrimoine rural. Et avec vous, on va en savoir un petit peu plus. Absolument, Julien. Et effectivement, le nom de Pornic évoque la corniche, les villas balnéaires, mais il ne faut pas oublier qu'elle est à 75%, au moins plus de 75%, composée de territoires
rural. Ouais. Et c'est un territoire rural qui a des caractéristiques spécifiques du pays de Ré. D'ailleurs, les Porniquais les connaissent très bien. Il s'agit des fameuses granges à piliers ronds, des fours à pain, des greniers à grains avec un escalier extérieur, et je suis sûre que beaucoup de Porniquais dans la salle pourraient en citer de nombreux autres. La ville de Pornic, elle a tout à fait conscience de l'importance de ce patrimoine rural, et elle s'est d'ailleurs lancée dans un inventaire pour avoir une très bonne idée de la représentativité de ce patrimoine et pour pouvoir aussi le protéger. Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux habitants ? Eh bien, écoutez, on a parlé du plan local d'urbanisme, du fameux PLU tout de suite, et il se trouve que cet inventaire est dans le plan local d'urbanisme. Alors, c'est une protection patrimoniale, certes, mais c'est aussi une chance. Une chance pourquoi ? On vient de voir que le plan local d'urbanisme, il était assez contraignant en zone rurale. Et là, pour le coup, c'est une chance parce que ça va être une opportunité de créer de nouveaux logements, justement, dans ce territoire rural. Il y a 150 bâtiments qui sont d'anciennes granges, d'anciennes étables, qui ont été ainsi fléchés pour pouvoir changer de destination. C'est un dispositif, le changement de destination, pour pouvoir créer des nouveaux logements dans ces bâtiments qui ont été jugés d'intérêt patrimonial. D'accord, donc ça veut dire que certains vont pouvoir construire leur logement dans ces bâtiments-là. Absolument. Ben, on voit d'ailleurs sur le plan qui s'affiche un petit résultat de cet inventaire avec des fiches qui ont été faites qui sont destinées à accompagner les projets. Et elles peuvent être demandées par les pétitionnaires d'ailleurs. Vous n'avez pas peur qu'il y en ait qui fassent un peu n'importe quoi ? N'importe quoi, j'espère pas. Ce qui est le plus important, c'est que le projet plaise aux Porniquais, bien sûr. Alors on vient de le dire, il s'agit de patrimoine, donc il y a une protection, donc il y a forcément une règle pour accompagner les projets. Ça ne veut pas dire qu'on va tout figer, au contraire. L'idée, c'est bien sûr d'avoir un règlement qui comporte une certaine souplesse pour correspondre au mode d'habiter actuel. En fait, il y a cette question de souplesse d'intervention et il y a aussi une question de préserver les caractéristiques du patrimoine puisqu'il y a une protection avec. Donc un projet tout en sobriété qui va bien dans le patrimoine et qui permet de créer du logement. Finalement, c'est un dispositif gagnant-gagnant parce qu'il permet à la fois de préserver le patrimoine et à la fois de créer du logement. Et un patrimoine qui va être habité, c'est un patrimoine qui est entretenu, donc c'est un patrimoine qui va être préservé. Et quand on voit ce qui a été fait en haut, là, on se dit que c'est quand même très chouette. Hein. Alors j'espère que ce n'est pas un projet porniquais, mais j'espère qu'un jour on aura des projets de cette qualité à Pornic. Très beau, merci. Je vais inviter maintenant sur scène, si vous m'y autorisez, Dominique Bernard, architecte des Bâtiments de France. Il va venir nous rejoindre. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Vous serez notre dernier invité ce soir. Je vous en prie. Vous choisissez celui des trois. Non, il est bien là. Non, tout va bien. Depuis septembre 2022, Pornic a un site patrimonial remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, un site patrimonial remarquable, c'est à la fois un outil différent de ce qui existe et en même temps, ça ne fait qu'évoluer en fait un corps de protection existante sur le territoire de Pornic. Donc Pornic est très riche, possède un patrimoine paysager, urbain, architectural qui est extrêmement riche. Plusieurs monuments historiques, des sites inscrits, sites classés et des abords de monuments historiques. Récemment, en 2016, le législateur a prévu de faire évoluer certaines protections en créant ce qu'on appelle des sites patrimoniaux remarquables, les SPR dans le jargon, je dirais, professionnel. Et ces sites patrimoniaux remarquables avaient pour objectif de se substituer à un certain nombre de protections existantes pour rendre, je dirais, les rendre plus cohérentes, simplifier en fait la gestion du patrimoine au niveau local. Donc le site patrimonial remarquable a fait l'objet d'une, je dirais, d'une étude préalable conséquente par le biais d'une analyse du territoire, d'un diagnostic qui a permis de faire un bilan de cette richesse pour proposer, à l'occasion d'une commission nationale qui s'est déroulée très récemment au mois de septembre, une candidature à ce label. C'est à la fois un label et c'est à la fois un outil. Et donc ce dossier a été reçu très favorablement par la commission nationale avec un avis favorable à l'unanimité. Et il a été considéré exemplaire à tel point qu'il avait été proposé à la collectivité
de faire la présentation de sa démarche lors d'une journée nationale organisée par le ministère de la Culture sur le site des sites patrimoniaux remarquables et de la nature. Et la nature est également un sujet pour vous. C'est à la fois un sujet patrimonial et qui croise bien d'autres enjeux. Donc le site patrimonial remarquable est un outil qui est censé venir se substituer à un certain nombre de protections existantes. Alors par rapport à ces protections existantes, si on veut faire un bilan très rapide de ce qui existe, vous avez des abords de monuments historiques qui couvrent la plus grande partie du territoire urbain de Pornic. Ces abords de monuments historiques n'existent pas, je dirais, pour la qualité propre des espaces qu'ils couvrent, mais uniquement dans un rapport de visibilité avec des monuments historiques. Donc c'est une protection qui se fait de manière un petit peu mécanique. Vous avez également des sites inscrits, des sites classés qui, eux, existent pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment venus couvrir des espaces dont on a considéré que chaque mètre carré méritait d'être protégé et valorisé pour des raisons patrimoniales et paysagères, mais ces différents types de protection ne génèrent aucun document de gestion. Donc l'Architecte des Bâtiments de France, qui est un acteur assez incontournable dans la gestion de ces dossiers, intervient au cas par cas, sans pouvoir s'appuyer sur un document de gestion. Il en est de même pour la population qui souhaite faire évoluer son bien, qui se voit ainsi privé d'un document de gestion qui serait susceptible d'orienter dans l'élaboration d'un dossier en amont, par exemple, d'une demande d'autorisation. Donc l'intérêt, le très grand intérêt du site patrimonial remarquable, c'est qu'il permet de revoir complètement en fait la manière de considérer le territoire, et donc il considère le territoire pour lui-même, donc à partir, comme je le disais, d'une analyse, d'un diagnostic très fin, qui va permettre de faire finalement une sorte de tri sur le territoire, entre ce qui a une très forte valeur patrimoniale et paysagère, qui mérite d'être pris en compte dans le cadre d'un site patrimonial remarquable, et puis ce qui peut être traité dans le cadre d'un document d'urbanisme, sans nécessairement, et c'est tout l'intérêt de la démarche de Pornic, établir une frontière opaque entre les deux. Il y a du patrimoine partout, il y a des nécessités également de faire évoluer le territoire partout, mais pas nécessairement de la même manière en fonction des enjeux. Et c'est cette manière-là qui était portée par la collectivité, qui a également, je dirais, assez impressionné la Commission nationale, qui, lors de sa séance du 22 septembre, ou 23-22, je crois, a donc à la fois reconnu la qualité, l'importance, l'intérêt du patrimoine local, la qualité du dossier qui était présenté, et également la qualité de la démarche qui était portée par la collectivité, et notamment cette manière d'aborder les enjeux de paysage et de patrimoine à l'échelle complète du territoire et d'en faire également un des moteurs de l'évolution du document d'urbanisme. Donc c'est un outil qui se crée en deux temps. Un premier temps avec une validation au niveau national, donc c'est le cas. Aujourd'hui, ce qui existe quand on parle de site patrimonial remarquable, c'est la validation en fait d'une aire, mais qui va être une aire d'étude pour l'élaboration en fait d'un règlement que nous allons co-construire ensemble, avec pour objectif de le co-gérer ensuite ensemble. Et la meilleure manière de le co-gérer sera également de pouvoir s'appuyer sur le service patrimoine qui a été créé par la ville de Pornic et qui est également un élément assez rare et qui a sensibilisé très fortement les membres de la Commission nationale en espérant que ça puisse faire référence et faire des petits en Loire-Atlantique et ailleurs. Merci beaucoup, merci. Juste une petite question, parce que c'est vrai qu'on parle du site. Monsieur le maire, il est où ce site? Il y a un périmètre? Oui, le site, il démarre donc à la Villa La Garantonne, donc c'est la plage de Sablons. Il va longer donc tout le littoral, je dirais, entre la rue des Sablons et puis donc le trait de côte. On va remonter. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre l'église de Sainte-Marie, mais ceci dit, elle nous appartient, donc on ne va pas la défigurer. En plus, elle vient d'être faite. On va continuer donc l'ensemble de la côte. On reste sur la bande des 100 mètres de la côte. On va remonter sur l'allée des Grandes Vallées, où il y a un lotissement qui est historique sur Pornic, donc qui fait partie du patrimoine. On redescend, on prend le trait de côte, on remonte jusqu'au bourg Castral, donc la place des Halles, la rue de la Douve, rue de la Dette, place de la Motte, donc sur le centre de Pornic. On va basculer de l'autre côté, et donc quasiment tout le quartier de Montmalon est dedans, et on s'arrête à la Thalasso. D'accord. Voilà globalement, très rapidement, les grandes lignes du SPR. Okay. J'allais peut-être juste rajouter rapidement qu'un des éléments fondamentaux en fait, de pris en compte dans un SPR, c'est l'échelle du paysage. On prend en compte toutes les échelles du patrimoine, mais ça va de l'échelle, je dirais, du bâti, de la parcelle,
à l'échelle de la rue, du quartier et jusqu'au grand paysage. Et ce qui a été considéré comme étant absolument exceptionnel à Pornic, c'est justement l'échelle du grand paysage, ce site qui est absolument fabuleux et qui est le réceptacle de toutes ces échelles patrimoniales. Et c'est également cet élément-là, très bien présenté, qui a emporté la décision de la Commission nationale. Ce que je tenais également à dire, c'est que les SPR étant relativement récents, à l'époque où le ministère a considéré qu'il fallait mettre en place cet outil pour simplifier, rendre plus cohérents tous ceux qui existaient, les conditions d'attribution, de sélection ont été remontées d'un cran. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce n'est pas n'importe quoi que de bénéficier aujourd'hui d'un avis favorable à l'unité de la Commission nationale, parce que c'est une vraie reconnaissance nationale de la qualité du patrimoine de cette commune. Et je dirais, c'est non seulement une reconnaissance nationale, mais c'est également un label. C'est une différence avec les outils de gestion patrimoniale qui préexistaient, c'est que ces outils-là étaient parfois considérés comme des contraintes ou comme des outils de gestion d'un contenu purement juridique ou administratif. Un site patrimonial remarquable, aujourd'hui, est considéré par un label. Donc c'est une dimension en plus et qui n'est pas que symbolique. Et c'est vrai à tel point que parmi les toutes premières collectivités qui se sont vues dotées de sites patrimoniaux remarquables, on commence à voir fleurir à l'entrée de ces collectivités des panneaux sites patrimonial remarquables, à l'image de ce qui peut exister, par exemple, pour les petites cités de caractère. Et j'ai pu moi-même avoir le plaisir de découvrir cette situation, visiter en Rocamadour il y a seulement quelques semaines, où ces panneaux-là ont été mis en place. Donc c'est vraiment une valorisation et une communication sur l'intérêt patrimonial d'un territoire, et ça doit être très porteur. Et l'intérêt également de cette commune, de la création des moyens qu'elle s'est donnés pour créer, s'emparer de ce sujet au niveau local, à travers notamment, mais pas que, mais beaucoup, la création d'un site patrimonial local, c'est une manière également d'assurer la gestion, la co-gestion avec les services de l'État dans les meilleures conditions de ce site patrimonial, jusqu'à peut-être, pourquoi pas, à un moment donné, lâcher la bride et puis laisser la collectivité. Non, les services de l'État ne vont pas nous abandonner comme ça. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement passionné. Merci, passionné. M. Bernard, pour votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.